oui, je sais. Comment j'enlève ça? Mais le truc, c'est que j'ai pas mon curseur. Je vois rien. J'ai pas de curseur. J'essaye, mais désolée. Le truc, c'est que comme je suis en... Voilà, c'est bon. Non, c'est pas bon. Je vois pas mon curseur, donc du coup, je peux pas... Désolée, mais sinon, je peux pas l'enlever. Putain. Voilà. Désolée. Qu'est-ce qu'on voit là ? Non, c'est pas lui. Voilà. Désolée. Du coup, voilà. Donc, déjà, comprenez pas, canaux efférents et canaux déférents, c'est deux choses différentes. Canaux efférents en général, c'est quand ça part. Afférent, c'est quand ça arrive. Donc, efférent, vous voyez que ça part ici du rétinaculum. Ça part et ça donne le canal épididymère. Bon, ça, je ne sais pas si vous êtes un peu familier. Voilà, donc en fait, le canal efférent le plus antérieur, donc le premier, il donne le conduit épididymère et on dit dans le poly que tous les autres, ils se jettent dedans. Mais le plus antérieur, le plus crânial, il donne le canal épididymère. Du coup, dans les lobules, ici, il y a les cellules de Leydig. Les cellules de Leydig, c'est la sécrétion endocrine. Du coup, endocrine, c'est interne et c'est les hormones, du coup. Donc voilà. Ensuite, l'épididyme, c'est ce qu'il y a après. Donc, c'est ça ici. Donc, je dis que c'est en forme de signet de casque. C'est en forme de casque, quoi. Elle est en 3 parties. Donc, on a la tête, le corps et la queue, tout petit ici. Et directement après, c'est plus le canal épididymaire, c'est le canal déférent ici qui commence. Donc, on dit qu'elle est placée sur son pôle du coup crânial, qu'elle déborde sur la face latérale. Donc, ce n'est pas très important, surtout que c'est sur le pôle crânial ici. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le canal épididymaire, il fait 6 mètres de long. Il est très contourné, quoi. Évidemment, ce n'est pas 6 mètres de long, mais du coup, voilà, c'est très contourné, ça fait 6 mètres de long. Et ensuite, on a directement le canal déférent. Donc, dans l'ordre, il faut bien se rappeler qu'il y a tout d'abord le canal épididymaire, qui est à l'intérieur de l'épididyme. Donc, c'est ce qu'on a vu ici, là. On voit que le premier, il est à l'origine de tout le canal épididymaire, et tous les autres canaux efférents, ben, ils se jettent dedans. Et ensuite, directement à la suite, on a le conduit déférent, canal déférent, conduit canal, vous ne prenez pas la tête sur ça, c'est pareil. Donc voilà. Donc ensuite, on a le conduit déférent qui est divisé en plusieurs choses. Donc, il a toute une trajectoire qu'il faut quand même être familier. Donc, en gros, on a vu qu'il y avait le cordon spermatique ici avec le canal déférent, avec les nerfs et vaisseaux testiculaires dans le cordon spermatique qui permettent d'attacher le testicule. Donc, en gros, la trajectoire, ça fait comme ça. Et ce n'est pas très important, les orientations. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ici, ça passe par le canal inguinal d'avant en arrière. Je vais vous mettre directement là. Voilà, ici, on le voit. Donc ça, en gros, c'est le petit bassin, ok. Ça, c'est la symphyse pubienne, donc c'est ici, en gros. Et ça, c'est derrière, donc le coccyx ici. Voilà, c'est pour que vous puissiez vous repérer. Ça, c'est le rectum. Donc ça, c'est derrière. Ça, c'est la symphyse pubienne en avant. Donc on dit que là, il y a tout le cordon spermatique qui passe dans le canal inguinal d'avant en arrière. Du coup, c'est comme s'il y avait une membrane ici.
d'avant en arrière. Et ensuite, il passe dans l'anneau inguinal profond. Et on dit que dans l'anneau inguinal profond, il se sépare des autres éléments du cordon spermatique. Donc, en gros, il se sépare de quoi? Il se sépare des nerfs et des vaisseaux testiculaires. Là, on voit les vaisseaux testiculaires. Et ici, on voit que le canal déférent, il passe comme ça. Et il se sépare des nerfs et des vaisseaux testiculaires. Pour passer, donc sur ce schéma, on ne voit pas très bien. Mais pour passer au niveau de la vessie, donc sur la partie latérale de la vessie. Donc, pour vous situer, pour pas que vous soyez perdu, en gros, ici, on a une vue qui est médiale. C'est comme si on coupait ici comme ça et qu'on regardait ici. On regardait ici. Donc, on voit la partie médiale. On voit comme si on regardait par là, du coup, la vessie. Donc, on voit le canal déférent qui passe latéralement. Donc, ma vessie, elle est là. Il passe latéralement comme ça. Et ici, c'est l'axe du corps. Okay, du coup, il a plusieurs parties. Une partie du coup latéro-vésicale, latéralement à la vessie, et ensuite il a une partie postéro-vésicale, comme ça, postérieurement à la vessie. Donc, le conduit déférent, il arrive ici au niveau de la base de la prostate. Donc, pour vous rappeler, du coup, bon, ça, je pense que vous le savez, mais bon, la base, du coup, donc quand on a un triangle, évidemment, la base et le sommet, c'est ça. Mais ça, on l'utilise tout le temps en anatomie. Je ne sais pas si vous êtes familier avec, sinon, bon, j'imagine que oui, ou pas. Mais donc, quand vous dites ici, la base de la prostate, c'est qu'il arrive par ici, du coup. OK? Donc, en gros, dès qu'il arrive à la base de la prostate, on voit, il y a autre chose ici. Ça, c'est la vésicule séminale. C'est un autre petit organe qui participe à la constitution du sperme aussi. Donc, ici, la réunion du conduit déférent et la réunion de la vésicule séminale, on verra plus tard, il y a une petite partie sur ça dans le cours, ça donne le canal éjaculateur ici. OK? Donc, hop. Donc ça, c'est un peu plus chiant. Il faut le savoir. C'est jamais tombé, mais on est à l'abri de rien, mais il faut le savoir. Donc, en gros, ce que vous voyez là, il y a le conduit éjaculateur. Le conduit éjaculateur, il va venir se jeter dans l'urètre. Ce qui est important, c'est ça, dans l'urètre. Donc, l'urètre, c'est pour uriner. Il ne faut pas confondre, bon, on ne va pas faire des pièges sur ça maintenant, mais c'est déjà ça tombe souvent, les différences entre urètre et urétère. Donc, je ne pense pas que vous ayez encore fait l'appareil urinaire. Je ne sais pas. Non? Ok. Bon, vous ne prenez pas la tête avec ça maintenant, mais vous allez le faire et c'est quand même important. L'urètre, c'est ce qu'il y a après les urétères, mais vous ne cassez pas la tête avec urétère et urètre maintenant, mais commencez à comprendre dans votre tête que ça existe, qu'il y a une distinction à faire que vous ferez sûrement quand vous ferez l'appareil urinaire. Donc voilà, pour l'instant, on ne va pas. Voilà. Parce que je ne vous ai pas dit, j'ai mis des QCM après chaque appareil. Du coup, je ne vais pas vous piéger sur ça parce que bon, c'est chiant maintenant. Vous n'avez même pas encore fait l'appareil urinaire, mais voilà, il y aura des QCM, donc commencez un peu à essayer d'assimiler. Donc, ça vient se jeter dans l'urètre, du coup, qui a plusieurs parties. Ici, c'est facile, ça, c'est la prostate. Donc ici, c'est la partie prostatique de l'urètre. Bon, ici, on ne voit pas très bien, il y a autre chose, il y a une partie membraneuse, il y a une partie bulbe, il y a plusieurs parties. C'est pas très important si vous ne le retenez pas maintenant, mais retenez quand même que, logiquement, ça va se jeter directement au début dans l'urètre prostatique, c'est la première étape. Donc, où ça se met? Ici, on a la prostate qui est coupée comme ça, en coupe frontale, donc comme ça. Ok, comme si je veux couper comme ça. Donc ici, ça se jette. Ce qui est important de savoir, c'est que ça sort dans le colliculus séminal. Le colliculus séminal, c'est quoi? C'est une petite partie, un petit processus à l'intérieur de la prostate, dans l'urètre. Ici, vous avez l'urètre qui passe. Donc en fait, on est ici, quoi. On est ici à cet endroit. Donc le colliculus séminal, c'est ça. Et ça se jette ici. Donc le canal éjaculateur ici, l'ostium, on appelle ça. Vous allez beaucoup revoir ça, ostium, ça veut rien dire, ça veut juste dire orifice, quoi. Ostium, vous ne cassez pas la tête. Et quand on dit ostia, c'est juste ostium au pluriel. Donc en gros, un orifice, quoi, un trou. Donc ça sort ici. On vous dit que ça sort sur le colliculus séminal, à côté de l'utricule prostatique. L'utricule prostatique, on ne voit pas bien ici, puisque c'est coupé, mais c'est ça, en fait. C'est juste au centre. C'est juste une petite gouttière qui est à l'intérieur du colliculus séminal. Ce n'est pas très, très important. Retenez surtout que ça s'ouvre
dans le colliculus séminal, ici, au niveau de l'urètre prostatique, sur la partie prostatique. Donc, si on vous dit ça s'ouvre sur l'urètre pénien, ben, c'est faux. Ça s'ouvre sur l'urètre prostatique dès le début ici. Voilà. Et sur le côté, ce que vous voyez là, bon, si vous vous demandez, ici, c'est juste les canaux qui vont drainer la prostate elle-même, qui se drainent, elle, dans l'urètre. Parce que bon, là, on ne parle pas de la prostate, on en parlera après. On ne vous donne pas vraiment de fonction de la prostate, mais en tout cas, sachez que ça ici, vous ne confondez pas, ici, c'est ce qui draine la prostate, et ici, c'est ce qui va drainer l'ostium du canal éjaculateur ici quand ça sort. Alors, la vésicule séminale, du coup. Donc, là, ce que vous voyez, ça, c'est la vésicule séminale, ok? Et ça, du coup, c'est le conduit déférent. Donc, je vous remonte bien. Voilà. Donc, la vésicule séminale, ici, le conduit déférent qui passe en postéro-vésical, donc derrière la vessie. Donc, vous voyez bien que là, on a la vésicule séminale. Là, on a notre conduit déférent. La réunion des deux, ça donne le canal éjaculateur. C'est ça qui est ça. Donc, perceptible au toucher rectal, vous le verrez, vous le voyez, enfin, vous le verrez, voilà, vous le voyez sur une coupe, ici. Donc, ça, c'est le rectum. Ça, c'est la vésicule séminale. Donc, c'est perceptible au toucher rectal. C'est important. La prostate aussi, elle est perceptible au toucher rectal. C'est important pour détecter des cancers. C'est important que vous reteniez que vésicule séminale, prostate, c'est perceptible au toucher rectal. On ne va pas vous inventer n'importe quoi en vous disant ça, est-ce que c'est perceptible au toucher rectal? En général, on vous demandera juste est-ce que ça l'est. Et c'est important de savoir que prostate et vésicule séminale, c'est perceptible au toucher rectal. Donc, elle est placée en dérivation sur la voie spermatique, ben, c'est facile à comprendre vu que ça sort. Il n'y a pas d'évacuation propre en fait de la vésicule séminale, vous voyez bien, il n'y a pas de conduit, ça sort par le canal éjaculateur, donc on dit que c'est placé en dérivation sur la voie spermatique. Ça participe à la formation du sperme, ok. Bon, voilà, retenez que le liquide est alcalin, c'est pas basique. Riche en fructose, une enzyme coagulante, la vésiculase, ben, c'est important du coup pour la formation du sperme. Vous verrez plus en détail dans d'autres matières combien de pourcents la prostate, combien de pourcents c'est pour la vésicule séminale. Vous le verrez plus tard dans d'autres matières. Là, pour l'instant, ce n'est pas très important. Donc, voilà. Ensuite, du coup, la prostate, c'est plutôt ça qui a tendance à tomber en anal quand il y a des questions de texte. Donc, c'est... Dans tous les cas, on ne sait pas, tout peut tomber, ça se renouvelle beaucoup, mais en tout cas, la prostate, c'est important, c'est déjà tombé. Les orientations, elles ont tendance à tomber. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, moi, ce que je faisais, c'est dès que je revoyais mon cours, en général, je cachais toutes les orientations qu'on va voir et j'essayais de dessiner à chaque fois que je faisais le cours et me dessiner les orientations, voir si j'avais fait juste, voir si j'avais fait faux, à quel endroit j'avais fait faux, etc. Et moi, ce que je faisais, c'est que sur mon polydanac, j'avais écrit, je mettais des A comme ça, à côté du truc. Pour les A, en gros, ça veut dire que c'est tombé en anal. Au moins, je visualisais bien ce que les profs faisaient tomber, parce que des fois, on s'imagine qu'on fait une anal, on se dit, oh, ben, celle-ci, c'était facile, il ne fera jamais tomber de trucs durs. Et au final, on en fait une autre et on se rend compte que ben, des fois, les profs, ben, ils s'amusent, quoi. Donc, moi, je faisais ça, je mettais des A à côté. Des fois, je mettais l'année. Donc, voilà. Donc, la prostate entoure la partie initiale de l'urètre. C'est facile à comprendre. Du coup, la première partie de l'urètre, ici on a la vessie, la première partie de l'urètre, c'est celle-là, c'est la partie prostatique, donc la prostate elle entoure la partie initiale. Voilà, essayez de le retenir, c'est important, et pas la partie, pas la partie finale de l'urètre. Donc, situé dans la cavité pelvienne. Donc, ça, il faut commencer à être un peu familier. Et je pense que vous l'avez fait dans le premier cours d'anat où on définit un petit peu la situation, etc. Mais il faut que vous compreniez qu'il y a la cavité pelvienne, ici, c'est la cavité pelvienne, et la cavité périnéale, donc le périnée qui est en dessous. C'est important quand même à comprendre que ici, c'est la cavité pelvienne, ici, c'est la cavité périnéale. Qu'est-ce qui délimite les deux? C'est en gros, c'est des formations musculaires, le périnée, qui vont de la symphyse pubienne jusqu'au coccyx ici. Donc, c'est ce que vous voyez en vert ici, en fait. Tout ça, ça délimite le périnée. Donc, la prostate, elle est située dans la cavité pelvienne. Ça se voit dès qu'on comprend ce que c'est, en fait, le périnée. Donc, voilà. Donc, ça aussi, c'est un peu chiant, mais il faut que vous l'ayez dans la tête. C'est qu'elle est située, du coup, vu qu'elle est située dans la cavité pelvienne, tout ce qui est dans la cavité pelvienne, automatiquement, c'est au-dessus de la cavité périnéale ou périnée, pareil. Donc, automatiquement, si je suis en dessous de la vessie aussi, et vraiment si je suis juste en dessous de la vessie,
ça se comprend facilement vu que vous avez la vessie et ce qui évacue la vessie, c'est l'urètre. Donc, si on vous dit que ça entoure la partie initiale de l'urètre, logiquement, c'est sous la vessie, quoi. Donc, voilà. En avant du rectum, logique, c'est situé sous la vessie. C'est en avant du rectum qui est ici. Donc, je pense que c'est intuitif, ça. Donc, ce qui permet de la palper au toucher rectal, vu qu'elle est située en avant du rectum. Donc, vésicule séminale, prostate, palpable au toucher rectal. C'est important, c'est un examen qui se fait très souvent n'importe où, chez le médecin, à l'hôpital. Donc, ça, en général, les profs ils insistent beaucoup sur ça. En arrière de la symphyse pubienne, c'est ce que vous voyez là. Si vous vous rappelez bien que le périnée, c'est des formations musculaires qui vont de la symphyse pubienne au coccyx, c'est facile de se rappeler que forcément la vessie, elle est située au-dessus et en arrière de la symphyse pubienne. Du coup, elle ne peut pas être devant. Puis si vous savez que votre symphyse pubienne, elle est ici, vous comprenez facilement que la vessie, elle est derrière, quoi. Elle ne va pas être devant. Vu que c'est la symphyse pubienne, c'est un os, quoi. Il y a pas de... La vessie, elle n'est pas devant l'os. Voilà. Donc, la forme d'un cône aplati avant en arrière, ben, on se dit souvent que aplati avant, je ne sais pas si Dan vous a envoyé le poly. Normalement, il y a un PDF, je ne sais pas si vous l'envoyez. Ben, ça arrive que ça tombe conique, aplati. On ne va pas vous demander si c'est aplati transversalement ou aplati d'avant en arrière, mais retenez que c'est aplati, ça a la forme d'un cône, ben, je vous ai voilà, un peu un triangle, quoi. Aplati d'avant en arrière. La taille d'une châtaigne, à base supérieure à sommet inférieur, vous voyez ici, la base elle est supérieure et on a dit tout à l'heure que le canal déférent il arrivait au niveau de la base de la prostate et sommet inférieur, donc comme ça. Hop. Voilà, je vous l'ai mis ici. Ensuite, l'orientation de la prostate, malheureusement, c'est tombé une fois, donc il faut le savoir. C'est qu'elle est orientée en bas et en avant. Là, je pense que vous le voyez bien. S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, qui a du mal avec l'orientation, c'est important, ça tombe dans plein de cours, les cours d'ostéologie, etc. Il y a beaucoup d'orientation. Mais si vous le visualisez plusieurs fois à chaque fois que vous faites le cours, que vous redessinez, normalement, ça devrait rentrer au bout de la 3e fois. Du coup, voilà, orienté en bas et en avant, c'est tombé en 2018, donc c'est quand même récent et ça montre que ça commence on demande de plus en plus de détails, quoi. Donc, elle est unique, la prostate, hein, c'est pas comme le testicule, c'est pas pair, c'est une seule glande, la prostate. Donc, et c'est aussi tombé de consistance molle, ben, c'est de consistance ferme. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de détails qui tombent. Le testicule aussi de consistance ferme. Donc, si vous retenez que dans le cours, on ne vous dit jamais rien qui a une consistance molle, ben, dites-vous que dans tout le cours d'appareil génital masculin, on ne vous parle que de choses qui ont une consistance ferme, donc la prostate et le testicule. Voilà. Donc, les orientations, tout ce qu'on n'aime pas, mais il faut le savoir, parce qu'il est tombé que le grand axe, mais il pourrait tomber n'importe quoi. Donc, du coup, la face antérieure, c'est ça, et la face postérieure, c'est ça. Alors, ça a l'air un peu contradictoire entre ça et ça, mais dans le poly, il y a écrit que l'orientation de la face antérieure, c'est en haut et en avant. Donc, on apprend le poly, on met en haut et en avant. Ça, c'est le schéma du poly, hein. Ça, c'est un schéma d'un livre. Mais dans le poly, il y a écrit la face intérieure, presque verticale, bon, en avant et un petit peu en haut. Donc, il faut la prendre comme ça. Après, toutes les orientations, elles se réfèrent plus au schéma du poly. Mais la face intérieure, malheureusement, c'est un peu contradictoire avec ça parce qu'on ne verrait pas que ça va un peu en haut et en avant. Mais bon, c'est comme ça. Des fois, les profs, le poly date d'il y a 15 ans, donc c'est comme ça. La face postérieure, on le voit, elle est inclinée en bas et en avant. Fortement convexe. Du coup, je pense que vous êtes familier avec convexe et concave. Je le remets au cas où, convexe, concave. Concave, là, on voit que c'est concave vers le haut. Ici, c'est convexe vers le haut. Si j'avais dit comme ça, ce serait concave vers le bas. OK? Question? Donc, s'il y a quelqu'un qui a une question. Si quelqu'un a une question, vous pouvez enlever le micro. Bon, voilà, du coup, vous voyez que c'est fortement convexe. La face postérieure, on la voit ici aussi, en bas et en avant. Si c'était en bas et en arrière, ce serait comme ça du coup. OK? Voilà. Ensuite, les faces latérales, on dit qu'elles sont très inclinées
en bas et en dedans. Donc là, vous avez l'axe du corps, l'axe sagittal, on appelle, l'axe comme ça, oui. Juste là, sur la prostate, la dernière face qu'on avait, qui était c'est la seule face, non, sur l'autre schéma, c'est la base, du coup, ce qu'on voit en haut. Oui, ça exactement, c'est la base. Bon, ici, je le vois moins bien parce qu'on verra après, ils disent qu'il y a un bourrelet transversal qui divise la base en deux parties. Mais ça, exactement, c'est la base et ça, c'est le sommet. Du coup, si tu te représentes un triangle, comme ça, on le voit bien. Voilà, donc pareil, on voit, je vous l'ai mis en rouge, fortement convexe ici, et en bas et en dedans. Si c'était en bas et en dehors et latéralement, c'est pareil. Donc, si c'était en bas et latéralement ou en bas et en dehors, ce serait orienté comme ça. C'est orienté comme ça, ok? Voilà. Donc, on dit que la face postérieure, elle est convexe de haut en bas. Donc, ce que j'ai mis là-haut, mais on ne voit pas très bien, c'est coupé. Elle est convexe de haut en bas. Donc, en fait, elle est toute ronde, quoi, si vous voulez. C'est comme si c'était une pomme. Et derrière, on dit qu'il y a un bourrelet médian. Donc, en gros, c'est comme si ça faisait... C'est comme si ça faisait comme ça, si vous voulez. Ça fait un bourrelet, ça fait une gouttière médiane. On ne le voit pas ici, désolé, mais je l'avais mis ici. Et ça fait un bourrelet médian qui divise en deux parties. Donc, comme si c'était une pêche, en fait, si vous voulez. Ça divise en deux parties, droite et gauche. Voilà. Donc, du coup, là aussi, une fois qu'on a bien tout mis en place, c'est facile de comprendre. Au début, c'est un peu chiant. Mais en gros, on dit que la base de la prostate, elle est divisée en deux par un bourrelet transversal. Je vais vous remettre l'autre schéma parce que du coup, on ne voit pas bien. Voilà, c'est ça. Un bourrelet transversal qui divise en deux avec une face vésicale et une face séminale. Donc, si vous comprenez bien l'orientation, ce sera facile à comprendre. C'est que, voilà, vous voyez que ici, c'est cette partie qui est divisée en deux par le bourrelet transversal. La face vésicale, logiquement, elle est vers la vessie, donc elle est antérieure. Et la partie postérieure de la base, elle est séminale. Donc, si vous vous rappelez que la vésicule séminale, elle arrive comme ça par ce côté, ici, c'est logique que ce soit la face séminale et que celle-ci, antérieure, ce soit la face vésicale, vu qu'elle est plus proche de la vessie. Cassez pas la tête. En général, ça reste assez logique sur les noms comme ça. Voilà. Bon. Il vous donne les orientations des deux faces. Donc, la face postérieure orientée en bas et en arrière. La face séminale en bas et en arrière. On ne voit pas la flèche. Je ne sais pas si je peux le bouger, mais en gros, elle est orientée, la face vésicale, du coup, qui est collée à la vessie, elle est orientée comme ça, en bas et en avant. Ça se voit sur les schémas en général. Je ne sais pas s'il y en a qui ont leur poly, mais c'est la planche. C'est ça, la 77C, s'il y en a qui ont leur poly. Donc, la partie antérieure, vous comprenez, c'est assez facile à comprendre que la partie antérieure ici, qui est la partie vésicale, du coup, elle est occupée par l'urètre. La vessie, qui vésicule à la vessie, c'est l'urètre. Et la partie séminale ici, elle est occupée par l'ostium de la vésicule séminale, du coup. Parce que la vésicule séminale, elle sort bien par quelque part. Donc, où arrivent les conduits différents des vésicules séminales. Donc, c'est par là que ça s'évacue. Bon, vous retenez, c'est logique. Si vous retenez que la partie antérieure, elle est vésicale et que la partie postérieure, elle est séminale, forcément, la partie vésicale de la vessie aura l'urètre, le conduit d'évacuation, du coup, de l'urine de la vessie. Donc, le sommet, ça, c'est assez facile. Si vous avez compris que la prostate, en général, elle est orientée comme ça, en bas et en avant, le sommet, il est aussi orienté en bas et en avant. Le sommet, il est intérieur. On dit que c'est un apex mousse. Bon, on s'en fiche un peu. L'apex, le sommet, c'est pareil. Voilà. Donc, du coup, là aussi, on le voit, ça aussi, c'est une planche du cours. La partie, je vous l'ai mis comme ici en jaune, la partie vésicale avec l'ostium de l'urètre. Ça, c'est pas très important en tout cas autour. Et la partie ici, séminale, avec l'ostium du conduit séminal et la vésicule séminale ici. Du coup, c'est juste une orientation différente
c'est comme si vous faisiez une coupe différente, vous mettez ce en jaune, ici comme ça. Ok, donc la glande de Cooper. Donc on vous dit qu'elle est de la grosseur d'un noyau de cerise, ça on s'en fiche un peu. Située près du périnée. Donc on n'est plus dans la cavité pelvienne, on est descendu là. On est dans la cavité, bon, je ne sais pas si vous voyez bien sur mon schéma, vous voyez mieux sur mon ordi. Mais ici, je vous ai mis en rouge la délimitation du périnée, donc de la symphyse pubienne jusqu'au coccyx. Ici, c'est juste des formations musculaires, des tendineuses. Et ici, on a la glande de Cooper, la glande bulbo-urétrale. Bulbo-urétrale, pourquoi? Parce qu'elle est située au niveau du bulbe de l'urètre. Donc, en fait, on est un peu descendu dans l'urètre. Tout à l'heure, on était à l'urètre prostatique, là où il y avait le canal éjaculateur qui se jetait. Et quand on descend un petit peu, on arrive au bulbe de l'urètre. Donc, on arrive au niveau du périnée ici. Donc, on n'est plus dans la cavité pelvienne, on est bien dans la cavité périnéale, quoi. Donc, elle se draine par un canal excréteur dans l'urètre. Bon, voilà, il n'y a rien de spécial sur cette glande. Ensuite, donc, le pénis est situé à la partie antérieure du périnée. Donc, on est dans le périnée. En fait, on descend progressivement. Ici, on a toujours nos formations périnéales. Donc, on est situé dans le périnée. Dans le cours, il est divisé en deux parties, une partie fixe et une partie mobile. Donc, la partie postérieure ou périnéale, je l'ai mis sur un... Donc, fixée par le ligament suspenseur le ligament suspenseur de la verge. Donc, on le voit sur une planche. Voilà, c'est là. Donc, voilà, c'est ça. En fait, c'est juste le ligament qui suspend. On va confondre avec celui-là, qui est le ligament suspenseur de l'ombilic, qui va jusqu'au nombril, en fait. Et ici, c'est le ligament suspenseur de la verge. Donc, ça, c'est la partie périnéale qui est fixée, qui est postérieure. Et on dit qu'elle est fixée par les corps caverneux aux branches ischio-pubiennes. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les corps caverneux et le corps spongieux. Donc, le corps caverneux, il est plus vers l'extérieur. Donc, c'est lui qui va se fixer. C'est ce qu'on voit ici. Ici, on a les corps caverneux. Et ici, on a les branches ischio-pubiennes. Donc, je ne sais pas si vous étiez tous là quand ils ont fait le pelvis, les os en fait, du pelvis, du coup, des membres inférieurs. Mais en gros, c'est l'os coxal. Donc, en fait, il n'y a qu'un seul os dans le bassin. Il n'y en a pas 36. Il n'y a qu'un seul os. Et en gros, ici, vous avez les branches. Donc, ici, ce qui est saillant chez les filles en général. Et c'est sur ça que ça va se fixer. Donc, ici, c'est la symphyse pubienne. Donc, c'est ce qu'on voit ici. En fait. Bon, ici, on ne voit pas que c'est fixé, etc. Mais ici, on voit très bien que le corps caverneux il se fixe. Et chez la femme, du coup, c'est le corps caverneux du clitoris qui se fixe sur ces mêmes branches ischio-pubiennes. On le verra tout à l'heure. Donc, la partie antérieure libre, verticale, si le pénis, on dit qu'il est en état de flacidité, donc comme ça, ou continuant la direction de la partie périnéale s'il est en turgescence. Donc, en gros, bon, vous comprenez, je n'ai pas besoin de faire un dessin, mais s'il est en état de flacidité, il est comme ça, donc il est vertical, et il continue la direction périnéale en état de turgescence. Voilà. Ça, c'est assez intuitif, c'est juste les termes qui sont peut-être nouveaux, vertical, enfin bon, vous avez compris, mais sinon c'est facile. Quand vous retenez que la partie postérieure, elle est fixée, la partie antérieure, elle est libre. Donc, ça, je vous l'ai dit, constitué de 3 corps érectiles, du coup. Le caverneux, le spongieux, enfin 2 corps caverneux ici. Le corps spongieux, il est là. Ici, c'est l'urètre qui passe. Donc là, on n'est plus ni dans l'urètre prostatique, ni dans l'urètre du bulbe. On est au niveau de l'urètre pénien, du coup, vu qu'on est dans le pénis. Donc ici, on a nos 2 corps caverneux qui se fixent sur les branches ischio-pubiennes, comme je vous ai montré, et le corps spongieux ici. On nous dit que c'est le corps spongieux qui forme la plus grande partie du gland. Je vous ai dit des bêtises, c'est ça, le corps caverneux. Et ici, le corps spongieux qui forme la plus grande partie du gland. Bon, si vous vous rappelez qu'il forme la plus grande partie du gland, celui-ci, c'est le spongieux. Voilà, le col du gland, c'est ce qui est ici. Je vous ai mis une flèche rouge. Désolée, au fond, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que du coup, ça s'est décalé, ça s'est mis vers le bas.
Mais en gros, on dit juste que le col du gland, ça un col comme ça, il sépare la partie qui est recouverte par le prépuce et la partie qui est pas recouverte, soit le corps du pénis. Donc, voilà. Retenez ce qui est important, surtout, c'est retenir que les corps caverneux, ils sont pairs, il y en a deux, et le corps spongieux, il est impair, et c'est lui qui forme le prépuce. C'est surtout ça qui est important. Donc, ensuite, le scrotum, donc c'est juste une enveloppe de peau, hein. Il y a pas, c'est pas un organe, c'est rien du tout, c'est juste une enveloppe de peau. On dit qu'il est issu des bourrelets génitaux. Donc ça, c'est juste une origine embryologique, en fait. Vous le verrez plus tard en embryologie. Ce qui donne donc, en gros, ça va se différencier. Les bourrelets génitaux chez l'homme, ils vont donner le scrotum, donc une enveloppe de peau. Les bourrelets génitaux chez la femme, ils vont donner les grandes lèvres. Donc, dans tous les cas, c'est une enveloppe de peau, ça dépend le genre. Voilà, en deux cavités droite et gauche, bon, je ne vous apprends rien. Par un septum médian, le septum scrotal. Donc, en gros, au début, c'est une cavité comme ça, indifférenciée. Et ensuite, il y a un septum scrotal qui vient séparer les deux cavités droite et gauche. Voilà. Donc, il enferme les testicules. L'épididyme, on a vu que l'épididyme, du coup, c'est le casque ici. Et la partie initiale du conduit déférent, ici. Pas tout le conduit déférent, juste la partie initiale. Donc, on nous dit qu'il est constitué d'un muscle possier. Donc, en gros, il y a plusieurs couches, si vous voulez. Il y a un muscle qui s'appelle le dartos. Du coup, il y a une enveloppe de peau avec un muscle, le dartos, et plusieurs enveloppes de peau, ici, qui prolongent les couches de la paroi abdominale. On le voit ici. Donc, en gros, c'est la même enveloppe de peau qui se prolonge ici, ici. Voilà. Du coup, en continuité avec la paroi abdominale. Du coup, voilà, c'est pas très très long, ni l'un ni l'autre est très long. En général, vous allez avoir en cours, vous allez faire l'appareil génital féminin avec les glandes endocrines et exocrines. Je ne sais pas si vous l'avez encore fait, les glandes. En général, c'est comme ça que ça se passe en cours, pour l'appareil féminin et les glandes. Et pour l'appareil masculin, en général, les profs, ils le traitent avec l'appareil urinaire. Bon, c'est quand même plus simple, je trouve, de faire les appareils génitaux ensemble. Après, c'est vraiment comme vous préférez. Si vous préférez faire dans l'ordre des profs, si vous préférez faire tous les appareils génitaux ensemble, vraiment, c'est vous qui voyez. Du coup, je vous ai mis un petit QCM, si vous voulez faire. Oui. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous ne voyez pas bien les numéros, vous me dites. Vous me dites si vous m'appelez une question ou quoi. Si vous ne voyez pas les numéros, j'ai mon poli, je peux vous le faire passer. C'est bon? Non? J'ai une question. Oui. Quelle est la différence entre le canal efférent et le canal déférent? Il n'y en a pas. Le canal déférent et le canal déférent? Ou efférent? J'ai pas entendu. Le déférent et le déférent. Ah, ouais, c'est un peu subtil. Bon, je vais vous montrer sur mon poli, comme ça je laisse la diapo pour les autres. Les canaux efférents, si tu veux, c'est ceux qui partent du retinaculum testis dans le testicule. En gros, ici, tu as ton retinaculum et ici, tu as les canaux efférents. Et on dit dans le poli qu'ils rattachent le testicule à l'épididyme. Donc, les canaux efférents, c'est ceux qui partent du testicule pour donner l'épididyme ici. Le canal déférent, c'est un peu subtil, c'est celui qui part de l'épididyme ici. C'est ça en fait, le canal déférent. Et le canal déférent te dit que lui fait environ 40 cm. Je ne sais pas si c'est écrit dans le poli, ne remontez pas. Mais voilà. Je ne sais pas si tu as compris. Du coup, le canal déférent, c'est celui qui fait suite au canal épididymaire. Voilà,
ça met du temps à entrer. Ça ressort très vite aussi, mais il faut bien se rappeler la chronologie du coup. Du coup, c'est bon. Vous l'avez fini? Non? Ok. Bon, c'est bon? Oui. Allez, bon, du coup, donc, qu'est-ce que vous auriez mis? Donc, le 4, déjà, c'est... Bon, on ne voit pas bien, désolé. Il est là, le 4. Et du coup, qu'est-ce que vous auriez mis à la A? Ouais, du coup, vrai, blanc de la sécrétion mixte, on l'a dit dès le départ. Ensuite, 9. Donc, 9, c'est ici. 9 est le conduit déférent. Donc, du coup, je n'avais pas capté que je l'avais dit pendant le truc, mais du coup, ouais, c'est ça, c'est éjaculateur. Bon, je l'ai dit pendant la correction, mais bon, si vous retenez que bien que c'est éjaculateur, normalement, voilà, il y a beaucoup de conduits. Au fil du temps, ça devient logique. Quand vous le revoyez une fois, deux fois, trois fois, ça devient logique. Du coup, le 8, du coup, c'est le canal éjaculateur. Est-ce que j'ai... Ouais. Pardon, désolé, ici, je suis à l'ouest. Du coup, voilà, c'est ça exactement. C'est facile à voir ici. Et ça, c'est une anale. La C, c'est une anale. Du coup, faites bien attention parce qu'avec chaque partie, normalement, si vous situez bien où est-ce qu'on est, c'est facile de se rappeler qu'ici, on commence à être dans l'urètre pénien et ici, c'est le prostatique du coup. Numéro 12. Numéro 12. Non, du coup, ça, c'était un peu méchant, mais c'est pour vous rappeler bien que 6 mètres de long, ça peut tomber. On ne vous dira jamais ça fait 7 mètres de long. On vous donnera des grandeurs, ça fait 6 cm. On ne vous dira pas ça fait 6 ou 7. Mais c'est bien, il faut se rappeler que c'est le canal épididymère qui fait 6 mètres de long du coup. Et 12, du coup, je l'ai dit aussi pendant la correction. Mais du coup, ben non, c'est le conduit éjaculateur. Est-ce que j'ai mis aucune réponse? Non, du coup, il avait bien la A de juste. Et voilà. Du coup, féminin. Féminin, c'est plus difficile, je trouve, mais c'est surtout les ligaments qui sont difficiles. Donc, essayez de rester bien attentif quand on parle des ligaments. Donc, ça, en général, ce que je mets en rouge, c'est des trucs qui sont déjà tombés à l'anal. Donc, ça, c'est déjà tombé comme ça. Ça visait les voies génitales comprennent les trompes utérines, l'utérus et le vagin. Ça semble facile, on pourrait... Mais bon, en général, quand on est devant la copie, on s'imagine plein de pièges. Mais bon, retenez bien que les voies génitales, c'est de là à là. Et ça forme les organes génitaux internes. C'est assez facile de se rappeler. Tout ça, c'est interne. Il n'y a aucun organe externe en physiologie. Ça, en général, ça n'arrive pas. À part si on a des maladies. Donc, les ovaires, c'est comme le testicule. C'est une glande à sécrétion mixte. La sécrétion interne, du coup, endocrine, c'est les hormones, ce qui passe dans le sang. Donc, c'est les hormones femelles, la progestérone, l'œstradiol, enfin, voilà, tout ça. Et ce qui est à sécrétion externe, donc, du coup, ce qui sort, enfin, vous savez que, donc, du coup, c'est les ovules. Donc, en fait, ça sort, vous savez, quoi, l'ovule, elle sort de manière cyclique chaque mois, elle a un fonctionnement cyclique, alors que les hormones, il n'y a pas de sécrétion directement dans le milieu extérieur. Alors que, comme on l'a vu tout à l'heure, les spermatozoïdes, il y a une sécrétion directement dans le milieu extérieur. Donc, c'est pour ça que c'est une sécrétion externe, et que du coup, comme les ovules, sécrétion externe. Donc, la vulve, c'est ce qu'on appelle les organes génitaux externes. Donc, ça aussi, du coup, c'est les grandes lèvres, les petites lèvres. On met aussi les glandes de Bartholin, ici. Et on rajoute, bon, c'est pas dans les organes génitaux externes, mais en général, les profs, ils traitent aussi la glande mammaire dans le cours sur l'appareil génital féminin. Donc, l'utérus. Ça, c'est ce qui tombe le plus en anal, c'est l'utérus avec les ligaments, c'est ce qui tombe le plus souvent. Donc, les angulations, elles sont très chiantes, mais on va y aller doucement. Mais c'est ce qui est le plus important. Donc, organe musculaire creux, comme on le voit ici, hein, l'utérus, ça c'est une cavité, ça c'est la paroi musculaire, etc. Et ça c'est une cavité, donc c'est creux l'utérus, sinon ça ne pourrait pas recevoir d'embryon, pour que ce soit creux. Donc, situé au centre de la cavité pelvienne, comme on l'a dit ici, toujours on a notre symphyse pubienne, le coccyx il est ici, donc on voit bien que c'est situé en plein milieu de la cavité pelvienne. Donc, un cône là aussi, une forme triangulaire
à sommet inférieur. C'est tombé en anal l'an dernier. Donc, il disait à sommet supérieur. Donc, essayez de bien visualiser les choses. C'est hyper important en anal parce que si vous visualisez bien vos schémas, que vous les revoyez à chaque fois, normalement, ça va vous sauter aux yeux que c'est un cône à sommet inférieur. À force de revoir les schémas, c'est le plus important les schémas parce que ça vous apporte, franchement, ça vous apporte 80% des informations qui sont dans le poly. Du coup, voilà, visualisez bien vos schémas et ça ira. Donc, voilà, je vous dis qu'il y a beaucoup d'informations entre vessie et rectum. Bon, ça aussi, je pense que ça devient intuitif facilement. Le rectum ici, la vessie elle est ici, et ici on a l'utérus. Ici c'est le vagin, du coup, si on va dans la continuité. Donc l'utérus non gravide. Non gravide, ça veut dire avec un embryon à l'intérieur. Donc en gros, l'utérus non gravide, ça veut dire une femme qui est pas enceinte, forme d'un tronc de cône à sommet inférieur. Si on vous dit l'utérus gravide à la forme d'un tronc de cône à sommet inférieur, ben non. Parce que, ça s'imagine facilement que du coup, il y a un embryon qui va venir se placer ici dans la cavité, ça va grossir, ça n'aura plus la forme d'un tronc de cône. Donc juste retenez que ça, c'est sa forme en physiologie quand la femme, elle n'est pas enceinte. Bon, être enceinte, c'est de la physiologie aussi, mais quand la femme, elle n'est pas enceinte, ça a cette forme-là. Donc, qui s'engage plus ou moins dans le fornix du vagin, en fait, c'est la démarcation qu'il y a ici. Parce que du coup, il y a une continuité entre l'utérus, puis après le vagin. Donc, l'utérus, il s'enfonce ici dans le vagin, ce qui forme le fornix du vagin. C'est important de retenir la terminologie. Vous l'apprendrez avec le temps. Donc, chez la nullipare, c'est une femme qui n'a jamais eu d'enfant. La multipare, au contraire, c'est une femme qui a eu un ou plusieurs enfants. Donc, ça, on le voit ici, voilà. Donc, chez la nullipare, ça aussi, c'est tombé en 2020. Donc, c'est super important. Ici, on a l'isthme. Donc, ici, on a l'isthme de l'utérus. Et on nous dit que chez la nullipare, donc une femme qui n'a jamais eu d'enfant, il y a une démarcation entre le corps ici de l'utérus, ce que j'ai mis en rouge, le corps de l'utérus et le col de l'utérus. Donc, le col de l'utérus, on entend beaucoup parler, le cancer du col de l'utérus, etc. Voilà, donc le corps, c'est ici. C'est là, en général, où il va développer un embryon. Et le col, ici, ben, c'est ça. Et du coup, c'est un peu... Bon, j'ai mis en rouge ici. Vous voyez que c'est à peu près entre ici et ici, qu'il y a un léger étranglement, comme ça, qui délimite le corps et le col. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que chez la femme qui a déjà eu un enfant, l'isthme, ça disparaît. Donc, c'était une anale sur ça. Et c'est très important de comprendre que chez une femme, qu'elle soit enceinte ou pas, dès qu'elle a eu un enfant, l'isthme, en général, cette démarcation ici, ça disparaît. Donc, ça sépare, comme je vous ai dit, l'utérus en deux portions. Le corps qui est conoïde, on le voit facilement que c'est une forme de cône, comme ça, une forme triangulaire, aplatie. Donc, c'est pas circulaire comme ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est en plein milieu du tableau. Mais ici, ça fait une cavité un peu cylindrique. Ici, c'est plutôt cylindrique et ici, c'est plutôt triangulaire, aplati. Donc, c'est important de le voir. Ça aussi, c'est tombé en anal. Est-ce que le corps de l'utérus était cylindrique? Donc, c'est quand même assez pointu. Il faut se rappeler que cette partie, elle est aplatie et cette partie, elle est cylindrique. Donc, les orientations. Donc, il y a deux orientations qui sont très importantes. On va passer un peu de temps sur ça parce que c'est important. Ça aussi, ça tombe. Donc, il y a deux angles très importants dans l'utérus. L'angle de version et l'angle de flexion. Donc, l'angle de version, il peut être anté ou rétroversé. Donc, chez une femme, entre guillemets, normale, en physiologie, l'utérus, il est antéversé et antéfléchi. Donc, en physiologie, c'est anté, que ce soit l'angle de version ou l'angle de flexion. Donc, ça, c'est le premier angle, c'est l'angle d'antéversion. Donc, déjà, on vous dit que l'utérus, il est orienté, il a deux faces. Une face antérieure qui est antéro-inférieure, vous voyez qu'elle est comme ça, et une face postérieure qui est postéro-supérieure. La face antérieure orientée en bas et en avant, j'ai mis les flèches en rouge. La face postérieure orientée en haut et en arrière. Si vous dessinez les flèches à chaque fois que vous faites le cours, normalement après ça va rentrer tout de suite et vous le saurez. Donc ça c'est juste l'angle de l'utérus. L'angle d'antéversion, c'est ce que j'ai mis en bleu. Donc en gros, c'est l'axe du corps de l'utérus en passant par l'isthme. Donc l'isthme il est par ici si vous voulez. Donc la flèche qui part ici, c'est l'axe du corps
de l'utérus, on voit que le corps de l'utérus il est incliné comme ça sur la vessie. C'est très important pour visualiser ce schéma. Ce schéma version masculin, il existe pour l'appareil, le petit bassin masculin et le petit bassin féminin. Le masculin, il tombe tous les ans, carrément, enfin, presque tous les ans, le schéma. Donc, vraiment, il faut que vous soyez familier avec cette représentation. C'est un peu chiant, il y a beaucoup d'informations, mais vraiment, c'est un schéma qui est clé, qui va vous aider à comprendre plein de choses. Donc, on voit qu'elle est inclinée comme ça sur la vessie. Ça, c'est l'axe du corps. Et ça, c'est l'axe du plan frontal. Donc, le plan frontal, quand on fait une coupe frontale, on fait une coupe comme ça. Donc, en gros, c'est un axe vertical, si vous voulez. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'antéversion. Et ensuite, l'antéflexion. Donc, j'ai un petit moyen mémo pour ça. C'est que l'axe d'antéflexion, il y a un L, alors que l'antéversion, il n'y a pas de L. Donc, si vous voyez antéflexion, c'est que forcément, c'est l'axe du corps par rapport au col. Donc, le L de col, si vous voulez. Alors que l'antéversion, c'est l'axe du corps de l'utérus par rapport au plan frontal. Enfin, bon. Alors que là, si c'est vraiment l'axe du col, vous vous rappelez que si c'est le col, c'est l'axe d'antéflexion. C'est important parce que ça tombe régulièrement. Les profs, ils aiment bien les angles comme ça parce que c'est important chez une femme en physiologie. Donc, du coup, ici, c'est l'axe du col de l'utérus. Donc, je vous remets ici, l'axe du col. Évidemment, ce n'est pas plat comme ça dans le petit bassin. Il y a des angles. Donc, l'axe du corps, c'est toujours le même que pour l'angulation précédente. Je n'ai pas changé la flèche, mais c'est juste que ça passe par l'axe du col, ici, comme ça. Et ça donne un angle ici, d'antéflexion, ouvert en avant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Du coup, voilà, c'est très important. L'angle d'antéversion, il est vraiment tout petit, vous le voyez. C'est le plan frontal avec l'axe de l'utérus. Donc, c'est un petit angle. Alors que si on prend l'axe du col comme ça et l'axe du corps comme ça, on a un angle ouvert en avant. Et ça, c'est l'antéflexion parce qu'on passe par le col, du coup. Donc, ça, c'est important. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi parce que ça va revenir... ça revient très souvent. Et en anal, c'était tombé exactement cette définition. Cette définition en disant l'axe du corps par rapport au plan frontal et l'angle de version. Si on vous dit l'angle de version, même s'il n'y a pas écrit antéversion ou rétroversion, c'est vrai. Dans tous les cas, c'est un angle de version. Et en général, dans le poly, on vous parle rarement de pathologie. Donc voilà. Donc ça, on l'a dit, l'isthme sépare le col et il sépare le corps. Et aussi, il est divisé par l'insertion vaginale. Donc, il est divisé en deux, en corps de l'utérus et en col de l'utérus. Ça, c'est par l'isthme. Et il est divisé en partie supravaginale et en partie vaginale, pas intravaginale. Vaginale, vous n'inventez pas, il y a plein de pièges. Il y a la partie supravaginale et la partie vaginale par l'insertion de l'utérus dans le vagin. Donc, ici, on a le vagin. Ici, on a l'utérus. L'insertion de l'utérus dans le vagin, ça donne le fornix, qu'on a vu tout à l'heure. Et ça sépare en deux, la partie supravaginale et la partie vaginale. La partie supravaginale, elle est en continuité avec le corps de l'utérus et le col, enfin en continuité avec l'utérus. Et la partie vaginale, elle est en continuité avec le vagin. Ici, on a plusieurs ostiums. Ici, ça s'appelle l'ostium externe du col. Parce que du coup, on a le corps et ensuite, on a notre col. On a l'ostium interne qui est ici, du col, et l'ostium externe du col. Et du coup, c'est en continuité, la partie vaginale est en continuité avec le vagin par l'ostium externe du col. Si vous retenez que le col est comme ça, ici c'est interne, ici c'est externe du coup. Donc, je le répète au cas où, mais comme j'ai marqué plein de plus, plein de A en rouge et tout, c'est important. Vous rappeliez que le corps, il est aplati et la cavité du col, elle est vraiment cylindrique. C'est super important. C'est tombé plusieurs fois, du coup voilà. Donc, on ne vous piégera jamais sur ça, mais c'est important que vous compreniez, il y a l'utérus et il y a la cavité utérine. On ne va pas vous dire l'utérus, ah ben non, c'était la cavité utérine. On ne fera jamais quelque chose comme ça, mais il faut que vous compreniez que ici, c'est une cavité, et ça, c'est l'utérus en entier. Pareil pour le col. Ici, on a le col avec la paroi musculaire, et ici, on a la cavité du col. Donc là aussi, on vous donne des précisions sur ça. Donc, que la cavité du corps, elle est triangulaire, comme l'utérus, en fait, avec un sommet inférieur. Et la cavité du col, elle est fusiforme. Donc, quand vous dites qu'elle soit fusiforme, qu'elle soit cylindrique, c'est un peu pareil. Si vous voulez, fusiforme, ça veut dire en forme de fuseau. Donc, c'est en forme
C'est comme ça. Donc voilà, séparé par du coup l'ostium interne du col. Et voilà, l'ostium externe, il est là. L'ostium interne, il est ici. Du coup, on vous dit que l'utérus, il fait 8 cm de haut en moyenne. Vous pouvez retenir aussi que le vagin, il fait aussi 8 cm de haut en moyenne. On le voit juste après. Mais du coup, si vous avez à retenir un seul chiffre, ça arrive que ça tombe les chiffres. Comme je vous ai dit, on ne va pas vous mettre, il fait 9 cm. On vous mettra, il fait 13 cm, j'en sais rien. Mais retenez que ça fait 8 cm l'utérus et que ça fait 8 cm de haut le vagin. Et on dit qu'en profondeur, l'utérus, il fait 7 cm. Bon, retenez un ordre de grandeur de 7-8 cm pour l'utérus, que ce soit en hauteur ou en profondeur du coup. Donc, il est composé de 3 couches, l'utérus. Donc, une muqueuse, c'est la partie la plus interne. En général, les muqueuses, c'est ce qui tapisse tout ce qui est extérieur au corps. Donc, la muqueuse buccale, etc. Vous voyez que c'est ce qui tapisse directement. Donc, c'est le plus interne. Ensuite, on a une partie musculeuse. Donc, c'est ce qu'on appelle le myomètre. Et tout ça, c'est recouvert de péritoine. Du coup, le péritoine, je ne sais pas si vous avez fait, si tout le monde a fait l'appareil digestif, du coup, mais en gros, le péritoine, c'est juste une séreuse qui recouvre en fait tous les éléments de l'appareil digestif. Et, enfin, pas tous les éléments, mais une grande partie des éléments de l'appareil digestif. Donc ici, on le voit, on voit que ça, c'est ce qui est en pointillé, en fait, si vous voulez, dans le schéma du poly. Et ça recouvre ici l'utérus. Et vous avez dû voir un appareil digestif, mais c'est super important. Ici, le péritoine, il forme un cul-de-sac qui s'appelle le cul-de-sac de Douglas, qui est aussi accessible par le tube rectal. Bon, c'est pas écrit dans cette partie, mais je vous le dis parce que c'est important. En fait, c'est un cul-de-sac où si il y a un épanchement dans l'appareil digestif, je sais pas, il y a un organe qui fait une hémorragie, ou un organe qui est affecté, les premières gouttes de pus de sang, elles viennent s'accumuler directement dans ce cul-de-sac. Donc, c'est pour ça qu'on va palper ici quand on suspecte n'importe quoi qui a un rapport avec l'appareil digestif. Du coup, voilà. Donc, la trompe utérine, il y a une partie qui est tombée aussi. Donc, voilà, il faut rien négliger. Un conduit, j'ai écrit musculo-membraneux, mais c'est musculo-muco-membraneux. Désolée. Mais bon, en général, ils ne vous diront pas c'est musculo-membraneux alors que c'est musculo-muco-membraneux. Ils ne vont pas si loin dans les pièges. Ils font des pièges quand même assez cohérents. Mais du coup, voilà. Donc, la muqueuse de la trompe, elle est ciliée. L'an dernier, ils ont demandé si la cavité utérine elle était ciliée. Du coup, ben, c'est faux, c'est la trompe utérine qui est ciliée. Pourquoi elle est ciliée? Parce que ici, on a l'ovaire. L'ovaire, sa sécrétion externe, du coup, c'est les ovules. Et du coup, elle est ciliée pour faire un battement de cils comme ça et faire acheminer l'ovule ici jusqu'au tiers latéral de la trompe. Et c'est dans le tiers latéral de la trompe utérine qu'a lieu la fécondation. Je l'ai écrit du coup. Et donc, ça, c'est important de se rappeler. Ce n'est pas dans le tiers médial. Du coup, je vous remets ici l'axe sagittal. Si c'était médial, ce serait proche d'ici. Là, c'est latéral, donc c'est proche ici. Si vous voulez, c'est la cavité pelvienne. Donc, voilà, c'est ici, quoi. Donc, c'est plutôt latéral, la fécondation. C'est important de le savoir. Donc, on vous dit que c'est dans la partie, que la trompe utérine ou la trompe de Fallope, c'est pareil. Elle est située dans la partie supérieure du ligament large. Donc, le ligament large, c'est ça. Donc, on voit bien, si on le compare par rapport à l'ovaire, elle est plutôt dans la partie inférieure du ligament large et la trompe dans la partie supérieure du coup. Donc, voilà. Le diamètre, bon, c'est un peu chiant. C'est pas tombé, mais je vous conseille d'avoir un peu les ordres de grandeur dans votre tête au fur et à mesure que vous apprenez le cours. Hein. Du coup, on voit que ça s'élargit au fur et à mesure. Donc, on voit ici que c'est 3 mm à l'angle de l'utérus, donc l'angle il est ici. On appelle ça les cornes aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et ensuite, ça s'agrandit 7 à 8 mm, etc. Et ça, c'est le diamètre extérieur. Et si vous voulez, à l'intérieur, il y a un canal. Donc, en fait, il y a plusieurs couches. Et le diamètre du canal tubaire, c'est 0,2 à 0,4 mm. Donc, c'est vraiment tout petit à l'intérieur. Et en général, il y a fécondation ici. Et ensuite, l'œuf, il va s'acheminer jusqu'à ici, la cavité utérine. Du coup, donc, bon, ça, c'est juste une vue pour que vous voyez bien à l'intérieur que c'est cilié. On voit bien la différence de muqueuse entre ici les cils et ici où c'est plutôt lisse, quoi. Donc voilà. Ensuite, on parle de barrière génitale dans le cours. Donc, la barrière génitale, il faut se rappeler que c'est la trompe utérine ici, plus le ligament large, plus
hors utérin. Ils disent qu'elle est disposée transversalement. C'est un petit peu difficile de se l'imaginer, mais si vous voyez ici en jaune, il y a le ligament large, ici la trompe, vous voyez que c'est disposé comme ça avec le corps utérin dans la cavité pelvienne du coup, parce que l'utérus est dans la cavité pelvienne, on l'a vu. Donc la trompe, elle a 3 parties. Ça c'est tombé en 2020. Du coup, la partie utérine, c'est assez logique. Hein. Ici, on a l'utérus, donc la partie utérine, elle est située ici, et elle est située, vous voyez que elle est ici, et c'est dans l'épaisseur du muscle myomètre. Le corps aux parties moyennes. Donc, le corps aux parties moyennes, c'est l'isthme. C'est une partie ici qui rétrécit. Et l'ampoule, c'est la partie qui est plus dilatée ici. Vous voyez, tout ça, c'est l'ampoule. Et il faut se rappeler que le corps aux parties moyennes, c'est l'isthme plus l'ampoule. C'est tombé en anal aussi. Est-ce que le corps de la trompe utérine et l'isthme plus l'ampoule? C'est vrai. On pourrait se dire que la partie moyenne, c'est que l'ampoule, ou j'en sais rien. Mais c'est les 2 parties. Et ensuite, on a une dernière partie. C'est ce qu'on appelle l'infundibulum ou pavillon de la trompe. C'est là où, grâce aux franges, les franges de l'infundibulum, elles vont venir capter l'ovule qui sort de l'ovaire pour l'acheminer jusqu'au tiers latéral, attendre la fécondation et après ça part dans la cavité utérine. Donc c'est important de se rappeler qu'il y a une des franges, en gros il y a plusieurs franges ici au niveau du pavillon et une des franges elle est plus longue que les autres, on l'appelle la frange ovarique et elle va s'insérer dans un des ligaments qu'on verra après pour venir mieux capter l'ovule et l'acheminer ici dans la trompe utérine pour qu'il y ait encore une continuité. Donc voilà, ça c'est important aussi, c'est tombé en anal. Ici on voit qu'il y a vous le verrez plus dans d'autres matières de spécialité, du petit bassin, etc. Mais l'ovaire, elle est située dans la cavité péritonéale. Donc on a vu tout à l'heure que ça recouvrait comme ça, le péritoine, il recouvrait juste l'utérus, mais l'ovaire, il est situé dans la cavité péritonéale. Et on dit que la trompe utérine, elle s'ouvre du coup dans la cavité péritonéale, parce que forcément, il faut qu'elle s'ouvre dans la cavité péritonéale pour capter l'ovule de l'ovaire qui est situé dans la cavité péritonéale. On dit qu'elle s'ouvre par l'ostium abdominal de la trompe, il me semble. Voilà. Par l'ostium abdominal de la trompe utérine, c'est comme ça qu'elle s'ouvre du coup dans la cavité péritonéale pour capter l'ovule. Donc, voilà. L'ovaire, on a dit qu'elle était à sécrétion mixte. Si vous devez retenir une chose, c'est qu'elle a une morphologie qui change avec l'âge. C'est assez logique parce que du coup, elle a un fonctionnement cyclique. Donc, elle n'a pas toujours la même morphologie, la même texture, etc. Donc, en période d'activité génitale, c'est facile à comprendre que la glande, elle est très ferme et elle est irrégulière parce que, si vous voulez, il y a des ovules, il y a le corps jaune, il y a plein de choses sur l'ovaire, donc c'est très irrégulier la surface. Ici, ça pourrait être en période d'activité génitale, la surface, elle est irrégulière. Après la ménopause, il n'y a plus d'activité génitale, donc du coup, on dit qu'il s'atrophie, il se charge de tissu. Bon, peu importe. En gros, il devient plus lisse parce qu'il n'y a plus d'ovules à la surface, donc forcément, c'est plus irrégulier. Les situations et les orientations, elles sont variables en fonction des personnes. Bon, voilà, c'est assez facile à comprendre. Pas tout le monde a l'ovaire placé au même endroit. Donc, elle est située contre la paroi latérale du pelvis. Donc, la paroi latérale du pelvis, je vous dessinais tout à l'heure, c'est plutôt ici. Et ici, c'est plutôt l'axe sagittal. Donc, si le pelvis, il est plutôt collé ici. Donc, on dirait que c'est plus proche ici de la paroi latérale du pelvis que du centre. Voilà. L'ovaire est mobile, donc elle est située en plein dans la cavité péritonéale, donc elle est vraiment mobile. En général, les organes qui sont dans la cavité péritonéale, ils sont assez mobiles. Donc voilà, c'est important de savoir que c'est mobile. La trompe aussi, elle est mobile, mais surtout retenir que l'ovaire, elle est mobile. Et ça, c'est une vue postérieure du coup. Donc là, on voit l'arrière. Et elle est située à la face postérieure du ligament large. La face antérieure, si je devais vous montrer, voilà, ce serait plutôt ça. Ça, c'est ce qu'on voit plutôt antérieurement. Et ça, c'est ce qu'on voit postérieurement. Donc, elle est collée à la face postérieure du ligament large. Ce qui fait que, du coup, sa face postérieure à l'ovaire, c'est la face libre. Du coup, vu que la face antérieure, elle est collée au ligament large, c'est une face qui est pas mobile, enfin, qui est pas mobile, mais qui est fixée au ligament large, alors que la face postérieure, du coup, c'est sa face libre. Parce que si vous retenez qu'elle est fixée à la partie postérieure du ligament large, vous comprendrez directement que du coup, sa face postérieure à l'ovaire, elle est libre. Ouais, voilà. Du coup, ça, c'est son extrémité tubaire, ce qu'on appelle l'extrémité supérieure. Vous voyez qu'elle est plus haute et elle est proche de la trompe, donc tubaire. Et ça, c'est son extrémité utérine qui est inférieure. Elle est plus proche de l'utérus, donc c'est l'extrémité utérine.
jusque-là, voilà. Donc, ensuite, les ligaments, donc les moyens d'attache. Ça, c'est un peu chiant. Il faut le revoir plusieurs fois. Ça tombe, donc il faut la prendre. Mais voilà, il y en a plusieurs. Donc, tout le monde galère avec ça. Donc, ici, on a... Donc, il y en a plusieurs. Le suspenseur, le suspenseur. Ce qui est chiant, c'est qu'en plus, ils ont plusieurs noms. Donc, il faut vraiment revenir plusieurs fois. Moi, en général, je passais plus de temps. Des fois, je zappais d'autres parties que je savais que je connaissais. Et je passais plus de temps juste sur les ligaments parce que c'est chiant. Donc, ici, on a le suspenseur de l'ovaire. C'est, on dit, le moyen de fixité le plus solide. Il prend naissance dans la paroi lombaire. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle lombo-ovarien. Donc, voilà, le plus solide. Jusque-là, ça va. Donc, c'est le suspenseur. Ici, on a le tubo-ovarique. Donc, le tubo-ovarique, vous voyez que ça, c'est la frange la plus longue du pavillon de la trompe. Donc, la frange la plus longue, on dit qu'elle s'insère dans le ligament tubo-ovarique pour acheminer l'ovule ici jusqu'à la trompe. Donc, ça, c'est le tubo-ovarique. Ça, c'est le ligament propre de l'ovaire. Donc, il part de la corne de l'utérus en arrière. Ça, c'est une vue postérieure. C'est important. On ne vous demandera jamais, par exemple, on ne vous mettra jamais un schéma en vous disant c'est une vue postérieure de l'utérus. Les orientations, elles sont toujours données au concours sur cette vue postérieure, etc. Mais il faut que vous sachiez que ça, c'est une vue postérieure, que le ligament propre de l'utérus, il part en arrière comme ça et en bas pour aller sur l'extrémité utérine de l'ovaire. Voilà, donc ça, c'est les ligaments vraiment les plus importants. Il y en a un autre qui est tout petit. C'est le mésovarium. C'est un tout petit ligament en fait qui relie l'ovaire au ligament large, ici à la face dorsale ou postérieure du ligament large. Donc on le voit ici un tout petit peu. Voilà, c'est le mésovarium. Mais les plus importants surtout, c'est les trois qu'on a vus ici. Donc le propre, le suspenseur lombo-ovarien qui est le plus solide et le tubo-ovarique ici. Et ça, c'est une vue antérieure du coup. Donc ça, c'est le propre ici, que l'on voit ici. Vous le reconnaissez parce qu'il part en bas. On ne voit pas qu'il part en arrière, parce que c'est pas en 3D, mais vous reconnaissez qu'il part en bas. Et donc, forcément, celui-ci, c'est le propre. Et celui qu'on voit ici, c'est le ligament rond, mais c'est le ligament rond de l'utérus. Il ne se connecte pas à l'ovaire. Donc, il ne fait pas partie des moyens de fixité de l'ovaire. Il fait juste partie des moyens de fixité de l'utérus, par exemple. Donc, voilà. Bon, ça, c'est juste un schéma pour que vous voyez. Ensuite, il y a une planche qui est très chiante. Regardez quelle heure il est. Il y a une planche qui est très chiante dans le pôle, c'est celle-là. En gros, là, on vous remonte le ligament large, donc le ligament qui est ici. Et en gros, elle est un peu compliquée à comprendre, la planche. C'est pour ça que je vous la mets là. C'est, je ne sais pas quel numéro c'est la 79B, si vous voulez voir. Mais je voulais retourner pour que vous voyez bien que, du coup, ici, c'est l'ovaire. Donc, forcément, le ligament ici, c'est le mésovarium que je vous ai montré. Du coup, c'est un peu compliqué à comprendre, mais ici, on a le large et le mésovarium. Je vous ai dit que le mésovarium, il attachait l'ovaire au large. Donc, ça, c'est le mésovarium. Ici, c'est la trompe, si vous voulez. C'est pour ça que je voulais retourner pour que vous voyez mieux l'ovaire ici et la trompe ici. Le ligament qui relie le ligament large, donc le gros ligament ici, à la trompe, c'est le mésosalpinx. Donc ici, on avait le mésovarium. Vous pouvez retenir mes ovarium comme pour l'ovaire, qui relie à l'ovaire. Et salpinx, en général, c'est tout ce qui rapporte à la trompe utérine, à la trompe de Fallope. Donc voilà. Et ici, on a le ligament rond. Donc ça, c'est juste le méso du ligament rond. Et voilà, la partie antérieure, la partie postérieure. C'est comme ça que c'est présenté du coup dans le pôle. C'est la partie antérieure ici, la partie postérieure. Et voilà. Bon, surtout retenir que ça, c'est une coupe du ligament large. Et que le ligament large, il relie un peu tout entre eux. La trompe, l'ovaire, l'utérus, etc. Donc voilà, je vous l'ai remis pour que vous voyez sans mes flèches. Bon, ça, c'est pas très important. Voilà, du coup, le vagin, on va aller vite. Lui aussi, on a dit qu'il faisait 8 cm de long. Lui aussi, c'est musculo-muco-membraneux. Donc, je vais vous montrer, c'est important que vous voyez. On a dit que l'utérus, il était dans la cavité pelvienne entièrement. Pourquoi ? Parce qu'il est situé au-dessus de la ligne du périnée qui va en bas de la symphyse pubienne jusqu'au coccyx. Donc, il est situé au-dessus. Donc, il est dans la cavité pelvienne, alors que le vagin, il est entre les deux. Donc, il y a une partie qui est située dans la cavité pelvienne et une autre partie qui est située dans le périnée, si vous voulez. Donc, c'est important de savoir qu'il n'est pas que dans la cavité pelvienne ou pas que dans la cavité utérine.
il y a une partie qui est dans le périnée, donc plus bas, et une partie dans la cavité pelvienne, donc plus haut, qui fait suite à l'utérus. Donc, vous avez 8 cm, 8 cm, les deux, ils font la même hauteur dans le poli. Il y a un angle qui est important, c'est l'angle du vagin par rapport au plan horizontal. Donc, il fait un angle de 70 degrés. On ne vous dit pas qu'il est ouvert en arrière, mais bon, vous le voyez, il est ouvert en arrière. Si on fait pareil et qu'on l'ouvre en avant, du coup, ça fait plus 70 degrés, ça fait plus que ça. Donc, c'est important aussi de savoir que ça fait un angle de 70 degrés, l'angle du vagin, avec l'horizontal. Moi, à chaque fois que je faisais le cours, je me représentais du coup l'utérus comme ça et le vagin comme ça. Ils ont vraiment deux orientations assez opposées. Là, il y a l'utérus et là, il y a le vagin. Et après, je faisais mes angles. Si je traçais l'horizontale, c'était facile de me rappeler que ça faisait à peu près 90 degrés. Donc, voilà, ça ne faisait pas 90 degrés, mais que du coup, ça faisait un peu moins. Du coup, 70 à peu près. Ils ne vous diront jamais 70 ou 80, hein, genre 10 degrés ou 150. Donc, voilà. On vous dit que le vagin, il est aplati, mais il y a une partie qui est cylindroïde. C'est la partie ici où il y a l'insertion de l'utérus. Donc, cette partie, c'est cylindroïde, mais sinon, le vagin, c'est aplati. Ça fait suite, en fait, au col de l'utérus. Le col, il est cylindrique. Donc, ici, aussi, le début, il est cylindrique, si vous voulez, et après, ça s'aplatit. Donc, voilà. Ensuite, la vulve. Donc là, on est en position gynécologique. Donc, c'est ce qu'on fait quand on fait un examen gynécologique chez le gynéco ou ailleurs. Enfin, ça, c'est aussi la position d'accouchement. Donc, la vulve, c'est tous les organes génitaux externes. Donc, tout ce qui est visible extérieurement, palpable, etc. Extérieurement. Donc, latéralement, il y a plusieurs replis. Le premier repli, c'est les grandes lèvres. On a dit qu'elles étaient issues des bourrelets génitaux. Les bourrelets génitaux chez l'homme, c'est le scrotum, du coup. Et les bourrelets génitaux chez la femme, ça donne les grandes lèvres, ici. Donc, on vous dit qu'il y a une face latérale, du coup, avec des poils, et une face médiale, glabre. Glabre, ça veut dire sans poils, tout simplement. Donc, voilà. Et ensuite, il y a deux autres lèvres, c'est les petites lèvres. Elles sont glabres, ça veut dire les deux faces, elles sont glabres. Et les petites lèvres, elles délimitent le vestibule. Donc, voilà, à l'intérieur, en gros, tout ça, c'est le vestibule, si vous voulez. Donc, tout ça, c'est... ça délimite la vulve, donc ici du pubis. Donc en fait, c'est ce qu'on a vu quand je vous dis la symphyse pubienne, en fait, c'est cet endroit et jusqu'à une zone qui est située à 3 cm en avant de l'anus. Donc en fait, c'est ici. Ça fait tout ça, cette partie. Ça fait tout ça la vulve en fait. Donc voilà. Donc, on vous dit que les petites lèvres, ici, on voit bien, elles sont reliées par leur extrémité antérieure au clitoris érectile. Et on va... pas encore. Et donc, tout à l'heure, on avait le corps caverneux du pénis qui était accroché aux branches ischio-pubiennes. Et ici, c'est le corps caverneux du clitoris qui est accroché aux branches ischio-pubiennes. Voilà, par les corps caverneux. Donc, c'est toujours les corps caverneux qui sont les plus externes et qui vont aller s'attacher sur les os, du coup, sur l'os coxal, l'os du bassin. Donc, la dernière chose, c'est la glande mammaire. Donc, la glande mammaire, elle est d'origine ectodermique. Bon, ça, on ne parle pas souvent des origines embryologiques, mais moi, je retenais que du coup, il y a ecto, il y a endodermique, etc. Moi, je retenais ecto pour externe, parce que du coup, la glande mammaire, elle est externe. Donc, je me disais ectodermique, externe. Donc, le sein, c'est la glande mammaire, plus la couche graisseuse ici, plus la peau qui forme la mamelle ou le sein. Donc, elle est située de la 3e côte à la 7e côte. Donc, dans le cours, sur le membre supérieur, on vous dit que la scapula, du coup, l'omoplate, elle est située de la 2e à la 8e côte. Et moi, je retenais que du coup, 28, c'était 37 du coup. Et que du coup, c'était plus haut. Bon, c'est un peu foireux, mais essayez quand même de retenir, parce que ça, c'est important, ça tombe, que l'omoplate, c'est de la 2e côte. Mais en soi, c'est logique, puisque vous savez que votre omoplate, il est plus haut que le sein ou que le... Donc voilà, ça commence plus haut, ça commence de la 2e à la 8e, et ici, ça commence de la 3e à la 7e, du coup. De part et d'autre du sternum. Le sternum, c'est l'os qui est ici. Donc bon, c'est facile à comprendre, le simple de part et d'autre du sternum. Une face antérieure convexe. Bon, voilà, si tout va bien, c'est convexe. Voilà, donc un disque pigmenté, ici c'est l'aréole qui est centré par le mamelon. Désolée, je le son. Donc formé de lobules.
qui sont groupés en lobes. Donc ça, c'est ce qu'on voit. On voit les lobes mammaires qui sont drainés chacun. Chacun, ils ont un sinus lactifère pour drainer du coup la glande mammaire du lait. C'est sa sécrétion externe. Et vers le milieu extérieur, un sinus lactifère, je vais vous montrer ici, un conduit lactifère. Chaque conduit lactifère, ça c'est les lobes, ça c'est les conduits. Le conduit lactifère, il va dans un sinus, puis s'évacue ici au niveau du mamelon. Ensuite, ce qui est important, et le prof il insiste beaucoup sur ça, c'est qu'on a plusieurs couches graisseuses. Donc on a la couche graisseuse prémammaire, qui est devant, et la couche graisseuse ici rétromammaire. Il dit que la couche graisseuse rétromammaire, c'est un plan de glissement par rapport au thorax. Et en gros, il passe beaucoup de temps sur ça quand même. Alors, c'est juste 2 lignes, mais c'est un plan qui peut être envahi par une tumeur, ici. Donc, on fait une manœuvre toute simple. En fait, c'est que ça s'appelle la manœuvre de Chio, c'est écrit dans le cours. Le médecin, il vient palper ici, et on appelle ça la manœuvre d'adduction contrariée. Donc, ça veut dire adduction, c'est quand on rapproche. Donc, en gros, la femme, elle va rapprocher le bras et le médecin, il l'empêche. C'est pour ça qu'on appelle contrarié. Et en général, le muscle qui est ici, c'est le grand pectoral, il va se contracter. Et en gros, si la tumeur, elle est mobile, c'est qu'en gros, elle n'est pas très propagée. Si la tumeur, elle est fixe, c'est qu'elle est très propagée. Bon, ça, vous n'avez pas besoin de le savoir, c'est juste pour votre culture. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que du coup, la graisse rétromammaire, c'est un plan de glissement qui peut être envahi par une tumeur. Et qu'on fait une manœuvre d'adduction, c'est-à-dire qu'on rapproche adduction contrariée, qui s'appelle la manœuvre de Chio pour voir l'envahissement de la tumeur. Du coup, voilà. Il y a un petit QCM. C'est ce que je vous ai expliqué. Voilà, du coup. Bon, il y a des angles et tout. C'est pas grave si vous galérez, c'est le début. Si vous voulez que je vous lise la question E après quand vous y serez, parce que du coup, elle s'est coupée. Mais voilà. S'il y a des numéros que vous ne voyez pas, vous me dites, j'ai mon poli, je passe avec. Pour la question E, ils disent elle passe par 14, mais dans le schéma, je ne vois pas 14. 4, pardon, désolé. Ah, okay. C'est 4. Ici. Il y a 2, 4. Il y a 2. Ouais, c'est en bas. En fait, je pense que celui-là, c'était 14 et que je l'ai coupé. Du coup, désolé, je vais couper l'écran. Je pense que ça s'est coupé en mettant la photo, mais du coup, lui, c'est 14 et lui, c'est 4. Désolé. Mais il y a une question. Du coup, la C, c'est 14 aussi. Du coup, là, c'est 4 et là, c'est 14. Et pour la C, c'est 14. Non, du coup, c'est 4. Du coup, 4. J'ai écrit 14 4. Du coup, 4, c'est 4 et 14, c'est ici. Désolé. Ça, c'est désolé. Je ne sais pas si au fond vous voyez bien la E. Du coup, c'est l'angle que forme l'utérus en passant par 14 par rapport au plan frontal et l'antéversion. Ok, du coup, vous mettriez quoi? Rien. Non, tu mettrais quoi? Faux. Non, mais pour la question, tu mettrais quoi? DE. Ok. Du coup, la A. La A, du coup, c'est faux, ouais. Du coup, c'est le ligament. Voilà, super.
top, ça va être compris. Donc, du coup, celui-là, ça c'est le rond. Et le propre, il est ici. Le propre, le ligament propre, il part de l'utérus. Et il va jusqu'à l'extrémité. Jusqu'à cette extrémité. La baie, du coup. Alors, c'est le uniquement. Ouais, c'est ça. Donc, ça c'est fréquent en anal. Il faut s'y habituer. Mais uniquement, ça veut dire que votre question, elle devient automatiquement restrictive. Et là, pour le coup, c'est une glande à sécrétion mixte. Donc, c'est externe et interne. Interne, du coup, sa sécrétion externe, c'est les hormones. Voilà, le uniquement, il faut s'y faire, c'est que les questions, vous allez vite vous habituer, mais du coup, c'était restrictif. Du coup, là, c'est. Non. Non, Du coup, c'est faux. ouais, désolé, Ouais. s'il y en a qui ont vu ici, du coup, j'ai rajouté 14. C'est Mais du faux. coup, ouais. Du Parce coup, que ça descend. Du coup, ça fait compte de. du coup, en fait, le lieu de la fécondation, c'est bien ici. Et ensuite, après fécondation, ça vient ici. Donc, c'est une subtilité. C'est que le lieu de la fécondation, c'est le tiers latéral de la trompe. Donc, c'est bien ici. Si tu veux, l'ovule, elle vient ici. Elle attend la fécondation. Et ensuite, une fois l'œuf fécondé, il va faire tout un trajet. Vous le verrez en embryologie. C'est sympa. Et pour aller dans la cavité utérine. Du coup, c'est vrai ou c'est faux? Du coup, c'est vrai. Du coup, la fécondation, elle a bien lieu ici. Ouais, ça pourrait porter à confusion que ça se passe dans la cavité utérine, mais du coup, c'est direct dans la trompe. Du coup, la D, faux, exactement. C'est tombé. Voilà, c'est ça. C'est la nullipare, c'est plus marqué chez elle. Et ça n'existe carrément pas. Si on parle d'isthme, si on parle de rétrécissement chez la multipare, ça n'existe pas. Et du coup, la E, la E, elle était un peu plus. Voilà. Vrai, ouais, exactement, c'est vrai. C'est exactement ça. L'angle que forme l'utérus en passant par 14, donc l'isthme, le rétrécissement, si vous voulez, l'isthme, c'est juste un rétrécissement par rapport au plan frontal, et bien l'antéversion, c'est exactement ça. Du coup, c'était CE, il me semble. Voilà. Du coup, vous êtes habitués aux citations. Ici, c'est la primaire de citation. Du coup, j'ai passage obligé. Donc voilà, essayez de. Je sais que c'est difficile quand on est en terminale de se motiver à bosser les cours de P1, mais après vous serez super content de l'avoir fait parce que ça va vous apporter beaucoup d'avance. Du coup, voilà, passez un bon dimanche. Merci. Et moi aussi, merci beaucoup. Ça va? C'est cool? Ouais. Alors moi j'ai une question. Ça sera mieux la deuxième fois? Non, ça va, c'est bien. Alors en fait, j'ai pris j'ai pris ma seconde, je crois. Mais en gros, pour la question 4, c'est logique ce que tu avais dit, genre que l'isthme, genre en gros, il disparaissait, enfin, il était voué à disparaître, genre aux femmes qui avaient. Ouais, c'est ça. Donc c'était faux la D. Ouais, C'était voilà. que CE. Du coup, et plus marqué chez c'est exactement ce qui est tombé en 2020. Sauf qu'en 2020, il avait juste mis un texte. 2020, c'est ton année ou c'est. Non, c'était l'année d'avant, du coup. Et on n'a pas encore les annales de notre année. Mais en fait, il avait juste mis, c'était juste une question de texte. Là, je l'ai mis en question de schéma pour montrer le rétrécissement. Mais du coup, il n'existe que chez la nullipare. Ici, du coup, voilà. Merci. Allez. Question, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Dis-moi. C'est quand on disait que c'était une grande limite. Merci, au revoir. C'était Nice, ouais. Mais pour les femmes, l'ovule, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Non, justement, regarde. En gros, si tu veux, l'ovule, elle vient d'ici, du coup, de l'ovaire. Ensuite, elle est captée par la frange du pavillon. Elle vient ici, elle atteint la fécondation. Du coup, là, elle est dans le milieu extérieur, en fait, si tu veux. Elle sort dans le milieu extérieur. Le milieu intérieur, c'est le sang. Les hormones, elles passent directement dans le sang. Elles vont réguler plein d'autres organes. Et moi aussi, au début, En fait, c'est quand ça sort du sang. Qualité d'extérieur, c'est quand ça sort du sang. Bon, là, du coup, ça sort de l'ovaire, ça sort pas du sang. Mais ça passe pas dans le sang, si tu veux. L'ovule, elle passe pas dans ton sang. Elle sort directement dans ton utérus, du coup, dans ta trompe. Et dès lors qu'elle est là, c'est le milieu extérieur. C'est comme le spermatozoïde, on voit mieux que c'est le milieu extérieur, on le comprend mieux. C'est pour ça que je comprenais Ouais, pas. on comprend mieux que du coup, c'est le milieu extérieur. Mais essaye de en général, endocrine ou interne, c'est pareil, sera toujours vers le sang. Okay. Donc, et ce sera toujours des hormones. Okay. Quand on te parle d'hormones, c'est toujours ça ne va pas être vers l'extérieur des hormones. Je vois bien que on ne sécrète pas de. Voilà. Donc,
En général, quand on te parle d'interne, ce sera toujours des hormones vers le sang, vers ton milieu intérieur et pas vers l'extérieur. Alors que là, vous savez qu'elle ne sort pas directement dans le milieu extérieur comme le spermatozoïde, mais en soi, ça va vers le milieu extérieur. Ça, je comprenais pas. Je me disais, bon, merci beaucoup. De rien. Au revoir. Moi, c'est juste une petite explication technique. On va dire le jour du concours, on a le droit d'avoir des fluos ou c'est que le stylo? Ouais, le jour du concours, tu prends tous tes fluos et tu D'accord. prends tes meilleurs fluos. Bon, on n'en prend pas une tonne. Moi, je les ouvrais à l'avance, le temps qu'ils disent le top départ. Ouais. Mais ouais, tu as droit à peu près tout, en fait. Hein. Tu n'as juste pas droit à une comme trousse. ça, avec tous Ouais, les t'as juste pas- stabilos qui existent de la Terre. Non, n'en prends pas trop, parce qu'après, tu vas te perdre dans tes stabilos. Mais ouais, tu as le droit à peu près tout, en vrai, hein, au concours. D'accord, ok. Du coup, juste, tu n'as pas le droit à la trousse. Tu sortiras tous tes stabilos. Moi, je les avais tous ouverts, comme ça, j'attendais. Elsa m'avait montré le truc que tu avais acheté un truc exprès pour les ranger. C'est pas moi. C'est pas toi? Non. Moi, je les mets en bazar dans la trousse. Ah, tu m'as dit que... Salut. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt. Je savais pas si Dani était parti ou pas. Je sais pas, je vais aller regarder puisque du coup, je vais couper le zoom. Dan, je crois, il m'avait dit qu'il partait à 11h. Ah non. Bon. Il m'a dit genre... Ah, mince. mercredi. Ah, T'es allé taper? Ouais, mais ça. En fait, non, parce que je dois lui parler. Je sais pas comment je fais. Ah bah, il m'a dit, genre, parce que moi je devais le voir, il m'a dit mercredi, il est là jusqu'à 14h. Du matin jusqu'à 14h. Ok, d'accord. Merci. Bon, je vais Et juste, arrêter de partager. Je te dis. Au revoir. En gros, quand tu Attends. Bon, au revoir tout le monde. Maître.